Et donc on peut avancer. Tiens, passons sur Duncan Robinson. On peut aller sur lui que tu connais bien. 28 minutes par match en moyenne pour Robinson, 68 matchs cette année, plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, donc très bon score, plus 6%, sur un volume de 20%, 19-20, donc on est pas mal. Pour te lancer, c'est vrai qu'on est quand même sur une saison du rebond après 2023 où il avait un peu perdu sa place en cours d'année. C'est clair. Rapidement pour le petit retour par rapport à sa saison d'avant, déjà moi ça me frustrait trop. Enfin en fait, autant ça me frustrait trop, autant ça ne m'inquiétait pas. Dans le sens où pour moi un joueur comme lui, que ce soit par rapport à son pourcentage et sa capacité de shoot, mais aussi par rapport à sa compréhension du basket offensif, donc ça veut dire ses placements, ça veut dire ses cuts, ça veut dire son off-ball et tout, je me suis toujours dit qu'il rebondit, enfin franchement il reviendrait peut-être pas au niveau qu'il avait déjà eu, mais en fait il retrouverait une place en NBA, que ça soit chez nous ou autre part, en espérant que ce soit chez nous bien sûr. Mais du coup ça fait très plaisir déjà de l'avoir eu de l'avoir eu dans un rôle assez intéressant pendant les playoffs de l'année précédente, et qu'il ait retrouvé sa place et son niveau cette année. Moi, D-Rob, en fait, je vais probablement le surcoter surcoter. J'aime pas le mot et j'imagine que toi non plus, mais le surévaluer par rapport à ce que les gens auraient probablement mis sur ce classement. Mais vraiment, pour l'avoir vu sur quasiment tous les matchs de cette saison, je le trouve trop fort. Mais, enfin, il y a un côté où je pense que les gens, et peut-être même à Miami non plus, réalisent pas à quel point aujourd'hui, l'attaque, elle passe, enfin, en fait, le jeu offensif de Miami, c'est lui. Ouais, c'est un vrai créateur, en fait. Mais ouais, en fait, que ça soit balle en main ou pas, d'ailleurs, cette année, on l'a beaucoup plus vu balle en main, et ça, c'est super important, / intéressant, que ce soit pour des pick and roll avec Bam, que ce soit juste pour poser un dribble et aller au panier. Il commence à le faire beaucoup plus, il commence à avoir plus l'habitude et tout ça. Et il y a quelques jours, il était dans un podcast avec, un podcast du Heat, justement, avec, Ethan et d'autres insiders, et sur le podcast, il disait que c'est lui qui a le plus d'ancienneté en fait actuellement au Heat avec Bam, justement parce que Bam a été drafté. Et en fait vraiment en l'écoutant, non seulement je me disais ah putain c'est cool, ça fait longtemps qu'il est là, mais je trouve que vraiment ça se sent en fait dans le jeu, dans sa compréhension du système offensif, dans sa compréhension de ce qu'il est censé faire, dans son placement sur le terrain et dans sa capacité à changer le cours du jeu. Vraiment bah tu sais, il y a souvent des comparaisons avec Hero parce que Hero a plus de talent offensif, ce genre de choses et tout ça et encore enfin pour moi aujourd'hui en termes d'importance, t'as Butler quand il joue, t'as Bam naturellement et après t'as D-Rob et c'est pas si éloigné. Enfin vraiment il y a un côté, il faut le voir pour entre guillemets, enfin il faut le regarder jouer pour le comprendre et ne pas regarder uniquement son placement, mais d'une certaine manière, et je compare pas leur niveau de jeu respectif, mais quand tu voyais ce que Klay Thompson était capable de faire à Golden State il y a quelques années, et bah dans l'impact et dans l'importance au hit, Duncan Robinson c'est la même chose. Genre vraiment, il y a un côté, surtout avec le développement qu'il commence à avoir, balle en main, off-ball, et comme on disait tout à l'heure par rapport à D'Lo, maintenant, D-Rob, c'est plus un problème défensivement. Il y a quelques années, bon, il était pas bon, ensuite il a commencé à devenir pas trop mauvais, mais il avait encore les arbitres n'avaient pas trop à la bonne, ou alors en tout cas il provoquait encore trop de fautes, où il en prenait dès qu'il touchait la main de quelqu'un parce qu'on considérait qu'il y avait forcément faute. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en fait, vraiment, ça veut dire que quand il est en défense, bah du coup t'as pas peur, ou en tout cas t'es pas en mode c'est un problème. Le problème il viendra plutôt du côté de Hero ou quoi que ce soit. Et offensivement, quand il est pas sur le terrain, mais il fallait voir cette année pour le Heat, d'ailleurs même sur les années précédentes, c'est des purges. Hein. Quand il est pas là pour mettre du rythme, quand il est pas là pour créer du mouvement, quand il est pas là pour porter ou poser la balle au sol, c'est vraiment une purge. Surtout quand Butler n'est pas sur le terrain non plus. Donc vraiment, je trouve que sa saison, bah il a été dans le classement MIP, je crois, je sais pas, il a été combien, on s'en fiche, mais ça illustre son rebond effectivement. Mais je trouve que au-delà de ça, déjà il est revenu à un pourcentage aussi bien global que à 3 points qui est archi intéressant pour son volume, pour les shoots qu'il prend aussi. Je crois qu'il doit être autour de 40% avec beaucoup de tentatives aussi. Rien que ça, par essence, c'est une force exceptionnelle, mais en plus, la manière dont il les prend, l'impact que ça a sur le hit, la manière dont il est capable de débloquer une offense, vraiment, moi, je l'ai trouvé archi bon cette année. Ben ouais, et puis c'est... Comme dit, on s'en rend pas compte, mais il partait d'assez bas par rapport à l'an passé, quoi. C'est clair. C'est-à-dire que l'an passé, concrètement, les chiffres, alors en playoff, ça ira mieux, mais en cours d'année, c'est la moitié des matchs, 42 matchs, quasiment pas de titularisation, et surtout 16 minutes par match. Et là, on est remonté à, il joue quasiment tout le temps, et 28 minutes par match, donc un vrai temps de jeu de titulaire, quoi, grosso modo, ou de mecs qui sortent du banc, mais à énorme minutage, quoi. C'est un peu comme Ginobili ou des mecs comme ça à l'époque, ou voilà, Harden aussi, il était pas titulaire de facto, mais il avait un gros minutage. Mais voilà, le rebond est hyper appréciable, et je pense que
on l'avait un peu commencé à le voir l'an dernier en finale en fait, et même en playoff. C'est clair. Mais tu vois, en finale, on l'avait bien détaillé tactiquement avec images et tout, et on se faisait les matchs petit à petit, et on voyait que en fait, c'est un des seuls à être capable de créer du décalage dans une attaque, dans la défense enfin non, pour l'attaque pardon, et contre la défense de Denver. Pourquoi ? Parce que il a porté ce mouvement, et c'était le seul qui forçait un peu, qui obligeait Jokic à monter sur les écrans, parce que sinon c'était on reste bas sur les écrans, on est en contrôle, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là où je pense que les gens sous-estiment un peu les créateurs un peu indirects. C'est-à-dire pas les créateurs balle en main, pick and roll classique, mais parfois les gens qui sont capables de créer de l'attaque un peu sur le jeu sans ballon. Et pour moi, c'est un des meilleurs de NBA qu'on ait, au-delà du fait qu'en plus, le tir à 3 points est revenu. Sa carrière est un peu bizarre par rapport aux 3 points. Il y a des pannes parfois assez énormes. Ouais. C'est incompréhensible alors qu'il commence sa carrière, grosso modo, en 2020, il fait un 44% à 3 points qui est à quasiment 45. C'était complètement lunaire. Ouais, tu te dis zone Stephen Curry, Kyle Korver, tu te dis d'accord. c'est clair. Bon bref, là il est remonté à 40%, alors que tu vois l'an dernier 33, bon ok. Là donc il y a la menace au shoot, mais surtout, je sais pas ce que t'en penses, et t'as un peu commencé à en parler, mais l'acquisition d'un passing aussi, qui fait du bien, parce que maintenant qu'il y a cette dangerosité sur les sorties d'écran et qu'il y a 2 qui montent sur le ballon sur lui, en fait il est capable de faire la passe, et donc c'est pas juste je crée le décalage, mais c'est aussi je suis capable d'exploiter. Et en plus, enfin vraiment, il y a un côté... il fait des bonnes passes. Enfin, tu vois, c'est pas juste, entre guillemets, il se débarrasse du ballon, chose qui aurait de toute façon pu être un minimum intéressant parce qu'à côté, t'as des joueurs qui vont se retrouver libérés quoi qu'il arrive. Mais comme t'as dit avant, déjà, ça fait partie des seuls héros, il a commencé à le faire un peu l'année dernière, mais là, il va falloir qu'il le fasse plus, mais ça fait partie des seuls qui shift une défense. Enfin, Butler, il a un peu ce côté, il est trop fort, et encore une fois, tout le monde sait ce que je pense du joueur, ou en tout cas, vous allez bien le savoir, mais il part souvent, en tout cas, avec le Heat, ça lui arrive souvent de partir statique parce qu'on part du principe que le jeu doit partir de lui. C'est lui qui va avoir la balle en main au départ, donc il va être arrêté. Ensuite, il va y aller de l'épaule. Je tire un peu le trait, mais voilà. Bam, il va arriver, il va poser son écran et ensuite il va roll. Maintenant, il commence à prendre des mid-range, mais il n'empêche que il n'y a pas tant de mouvements que ça. Hero, bon pareil, lui il prend la balle, enfin il a pas assez joué off-ball comparé au niveau qu'il est censé ou qu'il pourrait avoir sur ce truc-là. Robinson, il est tout le temps en train de bouger, mais vraiment. Et du coup il y a un truc de quand tu vois à quel point l'attaque du Heat elle peut être stérile à cause de tout ce qu'on vient de citer. Avoir un joueur comme ça, déjà c'est trop précieux, surtout quand il shoot avec les pourcentages qu'il a pu avoir cette année, et que maintenant le fait que maintenant il soit capable de faire des bonnes passes, qu'il soit capable de ressortir sur Bam, qu'il soit capable de ressortir sur Hero, qu'il soit capable de créer des pick and roll lui-même en posant le ballon et en allant chercher l'écran de Bam pour le resservir sur le lob ou alors à terre, vraiment, en fait, je le dis sans ironie, cette année, et c'est aussi le cas avec Jaquez, parce que Jaquez aussi bouge beaucoup et il fait des bonnes passes et tout, mais cette année, tu prends les moments du Heat où Duncan ou alors Jaquez sont sur les terrains et les moments où ils le sont pas, c'est une équipe différente. Et en tant que spectateur ou en tant que fan de basket ou du Heat de manière générale, tu passes d'un basket appréciable à un basket purge. Et vraiment, je le dis comme je le pense. Et je le dis comme je le pense parce que j'ai dû me taper les 82 matchs de cette équipe de cons. Tu vois, donc vraiment, il y a un côté... tu vois visuellement à quel point c'est pas la même équipe. Et du coup, quand tu dis, et d'ailleurs on en avait parlé même avec le Heat, enfin avec les fans du Heat ou alors sur les réseaux, peu importe, mais vraiment, il joue 28 minutes, il y avait des moments où en fait je voulais juste qu'il joue plus et pas en mode oui, il faut juste qu'il joue plus pour le principe. Juste parce que pour le reste du temps, en fait, tu t'as envie de mourir en regardant cette équipe. Et du coup, quand t'as un joueur qui est capable de mettre un minimum de mouvement, certes, tu peux pas lui aller le chercher pendant 44 minutes, mais en fait, vraiment, tu sens trop la différence. Et ça a fait un bien fou. Enfin, ils sont pas allés aussi loin qu'ils auraient espéré qu'ils auraient espéré aller, donc c'est limité, mais ça a quand même fait un bien fou à cette équipe parce que autrement, tu finis 14e et puis tu vises absolument rien, quoi. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Et bon, il y a plein de chiffres qu'on pourrait citer par rapport, tu vois, les chiffres de passing qui explosent. Alors, pas que les passes par match, mais ne serait-ce que aussi le ratio de playmaking, à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons. Donc, par rapport à son propre jeu, je veux dire, le curseur s'est beaucoup déplacé vers le passing. Bon, un peu de déchet, mais en plus, je veux dire, mais pas non plus des tonnes en plus. Donc, pour le coup, je pense que c'est largement rentable. Et de l'autre côté aussi, un truc assez marquant. Là encore, un pourcentage de panier assisté à 3 points. À peine 68. Donc il a aussi commencé à prendre un peu de pull-up à 3 points. Exactement. Et c'est de la pure création balle en main. On connaissait pas mal cet aspect de création off-ball, mais il y a aussi un peu plus de création balle en main. Je crois qu'on en parlait, je sais plus c'est hors antenne ou là tout à l'heure, mais la fréquence de tir au panier qui a aussi un peu augmenté. Il va de plus en plus, il fait des drives. Et je pense que tout ça c'est un peu lié. Tu parlais de la défense aussi. Pourquoi est-ce qu'en défense il commence relativement à être viable? Alors c'est pas génial, mais c'est pas mal. C'est viable. Parce qu'en fait c'est un mec qui est grand en fait. Et on l'oublie parfois, mais il est hyper grand. Mais il fait 6-7.
c'est clair en fait, et en plus il a une envergure de fou, enfin vraiment ça se voit aussi quand il est sur le terrain, il a des longs bras, enfin tu vois, c'est pas juste qu'il est grand, c'est qu'il y a un côté d'ailleurs ça expliquait aussi que parfois avant il prenait trop de fautes, c'est qu'il laissait trop ses bras trimballer sur le terrain, enfin voilà, donc c'est facile d'aller en provoquer. Maintenant le fait qu'il soit un peu plus, comme tu dis, c'est pas un c'est pas un top défenseur ou quoi, mais juste il est viable et tu peux l'avoir sur le terrain sans trembler à chaque possession. Bah déjà ça te permet de l'avoir plus longtemps sur le terrain, et en plus quand il est capable d'aller au panier, quand il est capable, enfin je sais pas, il y a un match, je sais plus face à qui c'est, je saurais pas dire, mais il y a un match où il finit à 11 assists. Enfin je crois que c'est son peut-être carrière high, en tout cas c'est son high de la saison contre les Kings. Et vraiment t'avais un match de ok, l'attaque elle peut passer par lui en fait, et pas en mode playmaker principal que tu vas avoir balle en main tout le temps. Non, mais c'est juste pour dire que vraiment, pour comparer à son année précédente ou même à ses saisons précédentes dans lesquelles il était quand même bon, il y a vraiment un autre joueur aujourd'hui. Et ça se sent, et c'est pour ça que je prenais au départ l'argument du podcast dans lequel il était il y a quelques jours, c'est que tu sens aussi qu'en fait il commence à pas être plus à l'aise, parce qu'il l'a toujours été, mais sa place elle est assise au sein du groupe quoi en fait, genre maintenant l'attaque elle passe par lui et c'est ok pour tout le monde, et en fait c'est même plus ok, c'est nécessaire. Bah, c'est vrai que d'une part il y a cet aspect de dynamisme que lui apporte et que les autres n'apportent pas autant. On n'a pas parlé, on n'a pas explicité en tout cas, mais le jeu à deux aussi avec Bam Adebayo, les dribble and off, ça marche beaucoup. Ouais, ça c'est... Donc il y a cet aspect de dynamique, mais en plus je pense que la valeur de Robinson cette année elle est aussi dans le fait que Butler veut pas prendre de volume. Ouais, donc il faut bien qu'il y ait des mecs, des créateurs un peu secondaires qui émergent. C'est clair. Et donc c'est vers à moitié vide, on va en parler, à moitié vide, à moitié plein, mais avec Butler. Mais c'est vrai que Robinson, pour moi, est un peu une des satisfactions de, bah ouais, en fait, il a été passé un peu plus révélateur et ça a marché pas mal, quoi. Alors, je pense pas comme toi, qu'il y a un potentiel génial derrière, qui va être l'NBA dans 2 ans, mais pour moi, c'est quand même un peu l'accomplissement de, tu vois, on me parlait de ses débuts. Ben, à ses débuts, en fait, le mec, c'est juste un shooter. Et pour moi, on est, ok, il faisait 45% à 3 points en 2020, c'était génialissime. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ça. Mais c'était un joueur très, très différent de celui qu'on a aujourd'hui, quoi. Bien sûr. En plus, avec ce parcours particulier de, ah mince, il y a des saisons, il fait 30% à 3 points. Ah mince, il joue plus du tout. Et là, d'un coup, il revient. Donc je pense qu'aujourd'hui, un top 100 assez facile, quoi, NBA. Ouais, non, mais, et en plus, comme tu dis, il y a des saisons, ça lui arrive surtout la saison dernière, j'ai envie de dire, où c'était vraiment impactant, mais il y a des saisons où tu vois qu'il shoot pas bien. Ouais. Et ben en fait, ces saisons-là, elles l'obligent à aller chercher autre chose. L'année dernière, il jouait pas assez pour vraiment, sur le terrain, montrer qu'il avait travaillé sur d'autres choses, mais en fait, sur les rares moments où tu le voyais un peu, même quand il était pas titulaire et qu'il jouait beaucoup moins, bah, tu voyais qu'en fait, le shoot prend pas, il faut aller essayer autre chose. Et donc, t'allais le voir tenter 2-3 drives, ça allait avoir moins d'efficacité que ça n'a eu l'année dernière, mais en fait, tu sens que c'est aussi un joueur qui, et c'est le cas pour la plupart des joueurs, donc c'est pas pour le mettre sur un piédestal ou quoi, mais qui se repose pas sur ses lauriers. Genre, il a vraiment envie de progresser dans plein de choses, et ça se sent, comme tu dis, le joueur qu'il était il y a quelques années, quand il explose et qu'il est à 44% à 3 points, et qu'on le prend pour le renouveau de Curry, c'est pas le joueur qu'il est aujourd'hui, mais le joueur qu'il est aujourd'hui est bien meilleur. Ouais. 2 derniers trucs. Moi, j'ai souvent entendu parler, où est-ce qu'ils vont salary dump Robinson? Bon, certes, le contrat est un peu gros, mais bon, franchement, pour ce type de créateur à 20 millions l'année, pour moi, c'est pas un salary dump, c'est un renfort que j'aimerais bien avoir dans pas mal d'endroits, pour le coup. Donc, mais encore, c'est ça, mais là-dessus, encore, cette année, ça s'est moins entendu parce que vu le niveau qu'il a eu. L'année dernière, on l'entendait beaucoup, et justement, c'est pour ça que je dis, j'ai toujours su qu'il allait rebondir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que Duncan, ça fait vraiment partie des joueurs que j'ai très rarement voulu trade. Tu vois, typiquement, tu sais, il a signé son contrat à peu près en même temps que Bertans, je crois. Peut-être l'année d'avant ou l'année d'après, un truc comme ça. Et perso, j'ai toujours trouvé que le contrat de Robinson se justifiait plus, notamment par rapport à la polyvalence qu'il commençait à apporter. Et du coup, même dans une année où il shoot moins bien, surtout qu'en plus, encore une fois, il jouait pas beaucoup, parce qu'on considérait qu'il y avait quelqu'un qui était potentiellement meilleur devant. Le mec qui était meilleur devant, c'était Max Strus. Enfin, je l'aime bien. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il est aussi archi régulier au shoot. Il avait un pourcentage qui n'a jamais touché ce que Duncan pouvait faire dans des bonnes saisons. Du coup, il y a un côté, Duncan, il peut être cher dans une saison où il réussit pas bien, sauf que déjà, il était pas mis dans les meilleures conditions. Ça, pour moi, ça reste un fait. Et 2, en fait, il suffit qu'il explose, même pas qu'il explose, qu'il revienne à ses standards sur une autre année, et en fait, c'est plus un sujet, c'est plus un débat, pardon. Et l'autre aspect, t'as parlé de ses bras. Il a je suis allé vérifier, 7-1 d'envergure de bras. Mais voilà, c'est complètement dingue, sachant qu'il fait 6-7 ou 6-8 de taille. Effectivement, c'est incroyable, ce bonus de bras. Ouais. Mais tu vois, en fait, et j'avais jamais regardé, mais juste visuellement, ça se voit trop. Ouais, exactement. Tu vois, mais non, mais voilà.
Et donc, classement, où est-ce qu'on se projette, sachant qu'il y a un point de repère intéressant, et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on le met par rapport à lui. On a Tyler Hero qui est 60. Est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous des Ouais, héros? moi je le mets au-dessus. Hein. Moi, surtout pour la saison dernière, moi je le mets au-dessus sans sourciller. Il y a vraiment pas de sujet. Mais en fait, moi après je t'ai dit, c'est limite là-dessus, ça aurait plus de sens que toi tu le places parce que moi je le mets au-dessus de Gilo. Hein. Assez par rapport à la saison qu'il a faite. Et aussi parce que je le regarde plus jouer que j'ai regardé Gilo, donc c'est facile, mais... Je sais pas trop, dans ce style-là, un peu, tu vois, on a un Michael Porter Jr. qui est un peu au-dessus, qui est 44, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus d'impact en défense, plus viable, plus de taille, plus de volume, quoique, il est quand même moins créateur d'attaque en soi, Michael Porter. Ouais. Ça peut être un point de repère, mais pour toi, c'est facilement au-dessus de Hero, alors, du coup. Ouais, ça c'est pas, enfin, et encore une fois, là c'est parce qu'on parle de ce qu'ils ont apporté l'année dernière, c'est pas une affaire de potentiel. Oui, c'est vrai. Déjà, si on parle en termes de joueurs intrinsèques aujourd'hui, je pense que la question se vaut et je suis même très curieux de voir ce qu'ils vont apporter tous les deux l'année prochaine. Enfin, la comparaison de l'année prochaine, je suis vraiment curieux de la voir. Genre, je serais pas surpris du tout si Duncan continue dans la lignée de ce qu'il a fait l'année dernière, bien sûr, qu'il soit encore meilleur cette année. Franchement, ça me choquerait pas. Notamment parce que je pense que pour Hero, il commence à y avoir un peu un truc de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Dilo. Tu vois, le côté, en fait, au bout d'un moment, t'es un peu le joueur que t'es. Enfin, je pense que Hero, on commence un peu à se diriger vers ça, notamment par rapport au fait qu'il ait du mal à prendre des 3 points, notamment, pas des 3 points, des lancers francs, notamment sur ses drives et tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer comme des certitudes. Il a tout un jeu off-ball à développer qu'il est supposément en train de travailler cette année, donc on va voir ce que ça donne en pratique. Mais pour le reste, le côté on-ball, le côté créateur, je pense qu'il peut le développer, le côté aller au panier et tout, enfin je pense que ça c'est un peu le joueur qu'il est, donc on verra. Mais en tout cas sur l'année dernière, j'ai pas de problème à mettre Dirob devant, je pense, ouais. Après, mais c'est surtout par rapport à l'importance qu'il avait dans le système, tu vois, pas uniquement par rapport à ce qu'ils font en tant que joueur. Ça me va de le mettre au-dessus des héros, mais sauf qu'au-dessus des héros, il y a aussi Dante DiVincenzo. Est-ce que j'ai pas trop envie de le mettre au-dessus de DiVincenzo, ou en tout cas pas loin? Ou sinon, on peut le coller pile entre ces deux aussi. Hein. On peut. Ils sont ouais, on peut le mettre. Ouais, en fait, s'ils sont collés, ça me va. Ça fait un peu bas par rapport à Russell. C'est ça. En fait, c'est surtout que. Après, je sais pas si j'aurais mis Hero aussi bas par rapport à Russell, mais ça, tu vois, en fait, sinon ça commence à recaler tout le truc. Mais disons que si on prend Hero en tant que point de comparaison, ça me va de le mettre au-dessus. Tu vois, genre 65 du coup, en dessous de DiVincenzo et au-dessus d'Hero, ça me va. On est d'accord que DiVincenzo, c'est aussi un bon point de comparaison par rapport à ça. Ouais, c'est clair. Et puis, il fait une saison de fou aussi. Enfin, il est très, très bon. Mais je te rejoins que là, il y a tout un groupe. Du coup, si on les prend un peu les 5, donc DiVincenzo, Robinson, Hero, Kobe White et Simmons, qui pourraient, tu vois, selon les pondérations de chacun, là, dans le classement, ils sont comme ça. Mais si quelqu'un dit, bah non, mais moi, c'est vrai que je préfère la création à la défense, on peut d'un coup les faire monter de 10 places parce qu'il y a des Kuminga, Jabari Smith, etc. Quoi. Donc, c'est ça. Et puis vraiment, je pense que, encore une fois, avec Robinson, au-delà, parce que l'exercice c'est quand même de juger leur production de l'année dernière, au-delà de leur production, j'avoue que Robinson, je suis vachement en train de le juger par rapport au profil et à l'impact qu'il a sur l'équipe. Tu vois, donc c'est pour ça que là, il y a un peu un côté biaisé, pas tant Tu juges les soirées pizza, quoi. Alors déjà, voilà. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a un côté il y a un côté biaisé qui n'est pas parce que je kiffe le joueur, un peu comme j'aurais pu le faire avec Bam, par exemple, mais qui est plus par rapport comme tu disais tout à l'heure, faut qu'on commence à beaucoup plus prendre en compte en tant que spectateur de basket le côté gravité off ball, si on a envie de donner un nom un peu générique, quoi. Voilà. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 23 février 2024 et c'est une action défensive marquante, un contre sur Zion Williamson. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain pour ce contre de Robinson sur Zion Williamson, rien que ça? Je me souviens que, enfin, j'ai le contre en tête parce que j'avais screené et je l'avais foutu sur Twitter, je crois. Mais alors pour les joueurs, donc c'est face aux Pels. Du coup, je sais pas, Butler. Butler n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Mais il est jamais sur le terrain, ce type. C'est dramatique. Disons Bam. Bam est là, oui, tout à fait. D-Rob. Ouais. S'il n'y a pas Butler, il y a qui alors? Voilà, exactement, il y a Jacques. Voilà, c'est pour ça. Je sais pas. Hero. Hero n'est pas là, non. On a un traître qui est parti aux Sixers. Qui est parti aux Sixers? Ouais, un traître. Caleb, ce con, j'avais oublié. J'ai entendu qu'il est parti. Oui, c'est voilà, putain, c'est vrai qu'il est parti aux Sixers, quel traître. Après, ils l'ont filé un contrat sympa. Donc, attends, j'ai dit, Raquez. Après, il y a un dernier c'est un mec qui est constitué que de Lombra.
Voilà, son corps entier, c'est des longs bras partout. Ouais, Smith. Exactement, avec Woody Smith tout en longueur. Voilà, ça, tout en longueur, littéralement. Ouais. Là, Et côté Pels, alors on a Zion. Du coup, Zion, McCollum. McCollum n'est pas sur le terrain, c'est un autre petit arrière. Si je te dis l'île au trésor, t'as la référence ou pas? Le capitaine dans l'île au trésor? Non. Alvarado? Non. Sinon, plus facile, le prénom... Hawkins? Exactement. Jordan Hawkins, ouais, tout à ok, fait. ouais. Le capitaine Hawkins de l'île au trésor. Mais... donc attends, Zion, Hawkins, McCollum, tu m'as dit non? McCollum, non. On a un autre défenseur. Attends. Valanciunas, attends, est-ce qu'il est encore là? Quelqu'un qui aime bien fumer, on aime bien le fumer, lui. De la marijuana. Exactement, et donc? Attends. Et donc? Attends, mais de qui on parle? Un défenseur all defense des Pelicans. Ah, Herbert, waouh, putain, le trou. En fait, j'étais en train de penser à, mais oui, mais j'étais en train de penser à Marie. Du coup, j'étais en train de me dire, mais attends, mais y a pas de nom qui commence comme ça. Non, oui, Herb Jones, ok, excuse-moi, c'est scandaleux. Non, mais en fait, c'est moi, je dois, il faut que je sois réactif. Non, donc t'as Herb Jones, Zion. On a un fils d'eux aussi, un papa qui était NBA à Cleveland il y a quelques décennies. Ah, Larry Nance? Exactement, Larry Nance. Et le dernier, je sais pas si tu l'auras, c'est un pivot de Villanova. Enfin, ouais, un pivot de Villanova qui était un petit hipster de OKC qui a pas trop réussi. Non, je crois pas que je l'ai. Attends, j'ai cité. Comment son prénom, il a le nom d'un prophète, un prophète de la Bible. Son prénom, c'est Jeremiah. Ah, Earl. Enfin, je sais plus. Robinson Earl. Robinson Earl, que j'ai appelé pendant 2 ans, je l'appelais Earl Robinson, moi, personnellement. Mais en fait, j'avais le nom, enfin, tu sais, j'avais l'écriture dans ma tête, j'avais Jeremiah et un truc au milieu, et j'étais en mode, oui, voilà. Ouais, Robinson Earl.